La RDC vit-elle dans l'isolement par rapport à la communauté internationale qui semble pratiquement apporter son soutien au Rwanda? Ou est-ce que la RDC peut s'épancher sur quel pays pour trouver des solutions adéquates par rapport à l'agression dont elle est actuellement victime de la part de son voisin le Rwanda? Pas plus tard qu'il y a 48 heures, l'Union européenne a manifesté son soutien à l'armée rwandaise. Qu'est-ce que nous pouvons concrètement attendre de cette communauté internationale qui actuellement semble avoir tourné les dos à la République démocratique du Congo? Les processus électoraux complètement irréversibles avec la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, nous dirigeons lentement et sûrement vers les élections en dépit des contraintes sécuritaires avancées par la CENI. La marche des catholiques pour dire non à la balkanisation, ce sont là plusieurs sujets que nous allons devoir décortiquer avec notre invité de séjour, l'honorable député Crispin Bindoulé, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Honorable, c'est votre première fois de participer à notre émission. Vous avez appris d'abord la publication du calendrier électoral. Quelles peuvent être vos impressions à l'heure actuelle? Est-ce que le processus est désormais irréversible? Nous avons suivi la publication des calendriers électoraux et nous avons félicité la CENI parce que nous ne pensons pas que la CENI pouvait publier si tôt les calendriers électoraux. Donc ça vous a également surpris en tant que député? Oui, en tant que député, et nous avons suivi aussi toutes les organisations politiques en train de se prononcer. Mais en tant qu'acteurs politiques, nous sommes prêts. Nous sommes prêts aux élections à tout moment et nous pensons que le calendrier sera respecté. En dépit des contraintes sécuritaires que la CENI a évoquées, donc ça dit que la sécurité à l'Est, où vous êtes également élu, vous avez suivi tout ce qu'il a pu soulever, c'est-à-dire que les difficultés dans l'acheminement des kits, des matériels, tout ça, est-ce que vous pensez que les délais peuvent être tenus ou les calendriers pourraient être respectés avec toutes ces contraintes-là? Bon, c'est un défi à relever. Vous savez, l'insécurité que nous traversons ne date pas d'aujourd'hui, mais j'ai l'espoir que de temps à autre, notre armée va maîtriser, va contrer l'ennemi du M23 soutenu par les Rwandais. Et j'espère que lors de l'enrôlement, la province du Nord Kivu sera déjà pacifiée. Surtout, le Nord Kivu est subdivisé à deux. Il y a ce qu'on appelle le Petit Nord, donc, qui est constitué de 3 territoires. Le territoire de Walikale, le territoire de Masisi, le territoire de Rutshuru. Et c'est 4, le territoire aussi de Nyiragongo, plus la ville de Goma. La partie là où il y a les sécurités maintenant, c'est dans le territoire de Rutshuru. Quand vous allez dans une autre partie qu'on appelle Grand Nord, voilà, c'est constitué de 2 territoires avec 2 villes. Et si vous allez dans le Grand Nord, c'est le territoire de Beni qui est en insécurité. Là où vous êtes élu comme député national? Je suis élu dans la ville de Butembo, dont actuellement il y a les sécurités, mais nous espérons que ça va se calmer et il y aura élection. Donc ça, je ne trouve pas comme un grand blocage, parce que tel que je vois le déploiement de nos militaires, la concentration de nos forces pour mettre fin à cette insécurité, je ne doute pas que demain ou après-demain, il y aura la paix. Bon, vous ne doutez pas, nous sentons que vous êtes plus qu'optimiste dans l'organisation de ces élections. Voilà pourquoi les autorités du pays ont fait recours. Effectivement, dans les buts de pouvoir pacifier l'Est, ils ont fait recours aux pays, aux États de l'Afrique de l'Est pour un déploiement d'une contingence qui va pouvoir travailler aux côtés de nos forces armées. Est-ce que cette idée-là, à votre niveau, en tant que d'abord élu, est-ce que cette idée-là, elle semble passer? Comment vous l'avez accueillie à votre niveau? Oh, cher journaliste, moi, je ne fais pas confiance aux autres forces à part les FARDC. Pourquoi? Donc vous êtes contre l'avenue sur notre territoire? Parce que je connais bien les Rwandais, je connais l'Ouganda, je connais la Tanzanie. C'est difficile pour moi de croire
à une force extérieure. Mais moi, je pense qu'il y a lieu d'organiser notre armée à peu de temps et de commencer à se battre comme une armée professionnelle. Tel que je suis de la Commission Défense et Sécurité, je sais quelque chose, je sais ce que je dis, je sais comment notre armée est en train de se préparer. Malheureusement, c'est un secret de défense qu'on ne peut pas donner ici. Et je pense que je fais toujours confiance à notre armée. Parce que s'il faut faire, vous voyez, même l'Ouganda, le Rwanda, leur parrain de ces deux pays, c'est qui? C'est la Tanzanie. J'espère bien que vous maîtrisez bien l'histoire de la région. Vous savez qu'aux années 1977, lorsque Amin Dada, Amin Dada avait renversé Obote au pouvoir en Ouganda, vous savez que Obote avait fui à Tanzanie. Et quand il était à Tanzanie, s'organisait à Tanzanie, Amin Dada avait organisé un raid au niveau de la Tanzanie dans un district qu'on appelle Kagera. Et quand Idi Amin avait occupé Kagera, on appelle ça la guerre de Kagera, Vita ya Kagera en Swahili. Quand il avait occupé le district de Kagera de la Tanzanie s'était organisée avec Obote, avec le militaire dont Museveni faisait aussi partie des militaires, des officiers d'Obote, pour attaquer l'Ouganda. Je vais aller un peu rapidement. Oui, rapidement, sans entrer dans les détails. La Tanzanie va renverser le pouvoir d'Amin Dada. Amin Dada, ceux militaires vont se réfugier une partie dans le Nord Kivu, dans notre pays. Une autre partie, c'était en Ituri, toujours en RDC. Et Amin Dada est parti. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Nalu, les ADF. Tout ça. Ce sont des réfugiés ougandais qui sont venus à ces temps-là, qui se sont réfugiés. Du renversement du régime à l'époque. Qui se sont réfugiés en RDC après que la Tanzanie puisse renverser le pouvoir de Amin Dada. La Tanzanie va installer Obote. Plus tard, la même Tanzanie va encore renverser Obote en amenant Museveni en 86. Museveni qui était soutenu par des réfugiés rwandais qui étaient en Ouganda. Et parmi ces réfugiés, on retrouvait maintenant Rugema, Kagame, Patrick Karegeya, on trouvait l'autre ici qui fait la rébellion, ici j'ignore un peu son nom, qui est en Afrique du Sud, j'espère bien, Kayumba Nyamwasa, qui ont aidé Museveni. Donc, dans la troupe là, dans la rébellion de Museveni, il y avait des réfugiés rwandais. Et quand ils ont contrôlé l'Ouganda. Quand ils ont contrôlé l'Ouganda, maintenant, Museveni les a octroyés des postes dans l'administration et dans l'administration militaire. Donc vous avez vu les Kagame, chargé de sécurité, dans les renseignements. Oui, Rugema, qui a été presque le ministre de la Défense. Alors les Ougandais, le peuple ougandais avait refusé, avait dit non, ces gens, ce sont des réfugiés. C'est comme ça que Museveni va les organiser pour attaquer le régime, pour les amener au Rwanda, attaquer le régime d'Abiyarimana. Jusqu'à arriver au génocide en 1994. Jusqu'à génocide, il y a eu maintenant des déplacements de peuples Hutus vers la RDC, le début de l'insécurité dans le Nord Kivu, la continuité de l'insécurité, parce qu'il y avait des gens, des réfugiés ougandais, qui étaient des gens dans le massif de Rwenzori, même jusqu'à Butembo, Bunia, Aru. Il y avait aussi des militaires d'Amin Dada qui étaient là. Et ces militaires s'appelaient, plus tard ils se sont convertis, ils ont formé une autre équipe et ils se sont appelés Nalu. Et après Nalu, il y a eu ADF et ils ont fait une jonction, c'est comme ça qu'ils ont commencé à appeler ADF Nalu. Oui.
La liste est tellement longue que nous sommes aujourd'hui devant un fait accompli, c'est-à-dire nous sommes presque envahis. Nous devons alors trouver des solutions. Vous êtes non seulement de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, également député de l'Union sacrée, la famille politique dirigée par le chef de l'État. Est-ce que cette position que vous venez sur notre média avait-elle été débattue au niveau de la Commission ou bien au niveau de votre famille politique pour manifester ou bien exprimer cela au chef de l'État afin que les troupes des États de l'Afrique de l'Est ne viennent pas sur notre territoire, ou bien vous avez fait face à un blocage au niveau, je ne sais pas, non, nous sommes dans un État démocratique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président actuel, il nous laisse parler parce que nous sommes dans la démocratie. Il est démocrate. Chacun est libre de donner son idée, sa position. Je ne manque pas à donner dans les réunions, que ce soit les réunions de l'Union sacrée, que ce soit dans les réunions de la Commission Défense et Sécurité. Je donne mon avis. Je dis, ces gens ici, d'abord, ils ne disent pas la vérité. Si vous prenez, moi je suis Kivussien, j'habite à la frontière avec l'Ouganda. Si je vous dis quelque chose sur les Ougandais, il faut Nous avons tout intérêt de croire à cela. Oui. Donc, mais ça me dérange. Donc, je ne crois pas tellement à la sincérité de l'Ouganda. Pourquoi? Vous avez vu lorsque l'M23 est venu attaquer la localité de Bunagana. De Bunagana, oui. Si vous prenez la carte de notre pays, surtout du Nord Kivu, vous allez constater que la localité de Bunagana ne touche pas sur les Rwandais. Plutôt, nous partageons la frontière avec l'Ouganda. Voilà. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'ennemi est venu de l'Ouganda pour attaquer Bunagana et occuper Bunagana. Il est également au même moment oui, que nous sommes en mutualisation des forces avec l'UPDF, l'armée ougandaise, dans le Grand Nord d'Abeni, dans le massif de Rwenzori. Au même moment, nous nous battons là-bas. Il est en train de vous poignarder dans les dos. Au même moment, il laisse passer les forces rwandaises pour attaquer Bunagana. Mais pourquoi au niveau de la commission, oui. D'abord au niveau de la commission, je vous laisse parler. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, fait des recommandations dans ce sens-là pour dénoncer cela, puisque nous n'avons eu aucun communiqué officiel, que ce soit des autorités du gouvernement, la sommité, dénonçant également la complicité de l'Ouganda, du moins jusque-là? Oui, je le comprends, c'est tout à fait difficile, parce que nous sommes en mutualisation des forces au niveau des tracts des ADF, au niveau des Beni. Au même moment, l'Ouganda au niveau de Kisoro laisse passer l'ennemi pour attaquer la RDC. C'est là, nous attaquer des analystes et puis maîtrisant un peu la sous-région, nous nous sommes dit, qu'est-ce qui se passe? Avec le gouvernement ougandais, nous sommes en mutualisation. Les Ougandais, l'UPDF se comporte très bien au niveau des Beni. Voilà. Quand il s'agit de frapper, ils frappent. Mais au niveau des Rutshuru, on laisse passer l'ennemi pour attaquer le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons analysé actuellement avec la technologie, l'Internet, nous essayons de suivre certains généraux de l'armée UPDF et nous remarquons qu'il y a le général Muhoozi, que lui, clairement dans ses Twitter, il soutient l'M23. Et nous comprenons que c'est avec sa complicité que l'ennemi est passé par Kisoro pour attaquer Bunagana. Malgré tout ce que vous êtes en train de décrire là, le président Kagame vous a répondu au régime de Kinshasa en disant que le régime de Tshisekedi est en train de créer un prétexte, un contexte qu'il peut utiliser pour reporter les élections. Vous avez suivi son discours qui a été relayé, ce qui a donné lieu à une réplique, si on peut dire coriace, de la part de Tshisekedi qu'il a qualifié d'avoir des propos un peu diaboliques. Alors comment est-ce qu'on peut s'en prendre dans ce contexte-là où visiblement, publiquement, les deux présidents se sont livrés à des jeux de questions-réponses? Comment est-ce qu'on peut s'en prendre au stade actuel? Bon, j'ai suivi Kagame
Monsieur Paul Kagame, nous le connaissons très bien. Lui ne peut pas parler de la démocratie. Allez au Rwanda. Est-ce que la mission que nous sommes en train de tenir ici, ça ne peut pas se tenir au Rwanda? Dire que quelqu'un a peur des élections, je ne crois pas. C'est peut-être Kagame qui a toujours eu peur des élections, parce que si vous allez là, vous allez trouver les opposants en prison. Il n'y a pas d'opposants actuellement qui circulent. Il n'y a pas un discours contraire en celui de Kagame. Kagame ne peut pas parler des histoires des élections. Nous savons comment les élections sont organisées au Rwanda. Vous savez, dans un État démocratique, on va vous dire, voilà, un président de la République, il a été encore réélu avec 95%, 99%, mais qui a peur des élections? Donc, il n'a aucune notion à donner à la RDC en matière de démocratie. Il ne respecte pas les principes démocratiques. Sur le point électoral, il n'a pas. Mais comment il va dire que le président Tshisekedi a peur des élections? Je ne crois pas. Parce que voilà le calendrier. Si vous allez dans les salons politiques de l'opposition, de la majorité, vous allez trouver les gens qui disaient non, 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 nous on n'était pas préparés parce qu'on savait que ça allait aller même au dialogue, 2 ans dialogue, 2 ans, 3 ans et tout et tout. Mais lui dit niet, nous allons aux élections. Qui a peur des élections? On dit non, il y a la guerre et tout. Il dit non, non, nous allons aux élections. Et Kagame dit non, hein, c'est pour chercher à prolonger et tout et tout. Non, le problème de Kagame, ce n'est pas les élections. Alors c'est quoi effectivement pas les élections? Les problèmes de Kagame à ce niveau-là? Le dossier de Kagame, le problème de Kagame débute lors du soutien du Rwanda à l'AFDEL. Il y avait des accords avec le tenant de l'AFDEL. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila et le régime passé. Et ce sont ces accords-là qui dérangent. Et les accords de Lemera. Lemera, c'est une ville qui se trouve au Rwanda où les acteurs de l'AFDEL s'étaient réunis pour décider sur le sort de Mobutu. En 30 secondes, c'est quoi le peuple qui est en train de vous suivre, le Congolais qui vous suit maintenant? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler dans 30 secondes seulement l'essentiel des accords là de l'Émirat? On donne au Rwanda l'exploitation du Nord Kivu et du Sud Kivu, plus Maniema, et qu'on donne à l'Ouganda la Grande Orientale, l'Ituri et la province du... Entre-temps, nous, Congolais, nous restons avec quoi? Ok, c'est comme ça que ces accords ne peuvent pas s'appliquer dans un État démocratique comme la RDC. C'était des accords entre les acteurs non étatiques. Alors, c'est comme ça qu'il nous fait la guerre pour que nous puissions nous mettre autour d'une table avec eux et qu'ils puissent dire non, voilà, vous devez nous laisser l'exploitation de l'ancienne province du Kivu. C'est ça vraiment l'essentiel. Et l'ancienne province orientale. Il faut savoir très bien, il faut maîtriser bien le Rwanda. Parce que les gens parlent, oh non, le Rwanda est organisé, le Rwanda, non. Premièrement, le Rwanda, c'est un pays très pauvre. Le Rwanda n'est pas capable de réaliser un budget pour soutenir même leur armée, pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer même les enseignants, ainsi de suite. Mais les infrastructures qui sont au Rwanda, les industries qui sont construites là, tout ça, c'est pour vendre. Ils vendaient quelque chose qu'ils appellent génocide. Ils passent partout que, écoutez, nous étions massacrés. Nous étions tués. Les Tutsis sont menacés. Voilà. Alors, aidez-nous, aidez-nous. C'est par de l'aide. Il y a eu des dons. C'est la communauté internationale qui construit le Rwanda. Mais le Rwanda, avec ses ressources, le Rwanda ne peut pas. Alors, le Rwanda cherche à s'enrichir à partir du Congo. Ils convoitent nos richesses et ils veulent exploiter nos richesses. Je vais vous donner un cas. Au Rwanda, on ne produit pas la cassitérite. La cassitérite,
est exploité rien qu'en RDC. Mais aujourd'hui, si vous prenez les statistiques, le Rwanda est parmi le troisième pays exportateur de la cassitérite. Cette cassitérite provient d'où? De la RDC, à Massissi, quelque part où on appelle Rubaya. C'est dans les anciennes concessions, dans les concessions des Somengi. Donc, on exploite là-bas, on utilise la contrebande, la cassitérite arrive au Rwanda, le Rwanda exporte, et quand vous exportez, l'exportation a des conséquences sur la valeur de votre monnaie. Malheureusement, tout cela se passe sous le silence de la communauté internationale, l'Union européenne également, qui a renouvelé son soutien, vous avez suivi, qui a octroyé près de 20 millions de dollars, 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pendant que la RDC est pleinement agressée, n'a pas de soutien, se voit presque isolée. Effectivement, je vais continuer. Voilà. Même lorsqu'on dit que non, voilà les militaires rwandais, oh non, et ainsi de suite. Mais je vais vous surprendre. Le militaire rwandais est payé en 60 $ le mois. 60 $ en francs rwandais. Si vous comparez avec ce qu'on paye à un soldat congolais, il n'y a pas match. C'est supérieur plus que ce qu'on paye au Rwanda. La mobilisation qu'il est en train de faire là, c'est de dire aux militaires de RDF, les militaires rwandais, d'aller au Congo chercher l'argent. Allez à Goma, ville de Goma. Tous les mendiants sur la route principale qui mène à la grande barrière jusqu'au rond-point Signers, vous allez trouver des mendiants impossibles, jamais vus dans ce pays. Quand vous allez les saluer en français, ils ne seront pas à mesure. Si vous les saluez en swahili, ils ne seront pas à mesure de vous répondre. Quand vous allez leur demander, vous êtes de quelle nationalité, ils vont dire non, nous venons du Rwanda pour venir chercher à manger ici. Il se passe n'importe quoi. Alors les gens, les frontières de la parce RDC. Que non, le Rwanda est organisé, mais le taux de chômage au Rwanda, le taux de chômage est de 94%. Le taux de chômage. Ah bon? Il n'y a qu'une petite équipe qui travaille. Comme Tshisekedi l'a dit, le régime avec à sa tête Kagame lui-même. Il y a une petite équipe, mais allez voir la population rwandaise. Elle souffre. Alors, on les recrute là-bas pour leur dire, allez au Congo, trouvez l'argent. Parce que si au Congo, il y a tout. Mais aussi Kagame doit savoir ceci, qu'il ne gagnera pas toutes les guerres. Nous sommes des Nord-Kivusiens, nous sommes des Kivu. Ça, c'est très intéressant. Nous les connaissons. Voilà. Nous les connaissons très bien. Je vais vous dire, donnez-moi là où Kagame, dans ce pays, il a gagné un franc sans acheter l'adversaire. Donc vous voulez dire que s'il y a eu des victoires précédentes en faveur de Kagame... Il utilise l'argent pour acheter. Pour infiltrer notre armée. Les armées. Parce qu'il sait que de lui-même, pour faire la guerre déclarée comme ça, il ne peut pas faire face. Aujourd'hui, on est en train d'organiser l'armée. Je vous dis, avez-vous déjà... Kagame nous avait attaqué son pays en 1996. Il a encore attaqué pendant l'RCD en 1998. Il a continué avec CNDP. Il a fait l'M23. Mais tout s'étale jusqu'à 2013. Il attaquait, mais Kagame ne passait pas dans les médias pour expliquer, pour chercher à s'expliquer. Quand nous les connaissons, quand les Rwandais commencent à parler, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté. Voilà ce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Donc, Kagame est en difficulté. Et les gens qui parlent, je suis dans les médias, effectivement. C'est une bonne révélation alors. Effectivement, il a envahi le territoire. Mais attention, son armée est encerclée. Son armée est encerclée dans la Rutshuru. À tout moment, notre armée peut boucler et les demander de déposer les armes. Parce que notre armée respecte effectivement le droit humanitaire. Voilà. Donc ce qui fait parler aujourd'hui le président Kagame, c'est qu'il est assiégé. Il est au bout de ses stratégies.
il commence à se victimiser à travers les médias pour montrer à la face du monde qu'il n'est pas en train de nous agresser, même si cela n'est pas vrai. Pourquoi Kagame est en train de pleurnicher? Non seulement pleurnicher dans les médias, mais il a commencé à tuer la population. Je vais vous parler du massacre de Kishiche. Kishiche, c'est un territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Bwito, groupement de Bambou. Kishiche, si vous dépassez Kishiche, il y a un grand carré minier d'une société qu'on appelle Somenki. Parce que l'objectif caché, c'est d'atteindre ce carré minier-là. C'est d'exploiter ces carrières. Il voulait non seulement occuper Kishiche et dépasser Kishiche pour aller à Somikivu. Il a rencontré une résistance farouche de la part de nos forces. Après l'échec, d'où il est allé saboter maintenant la population. Il va maintenant s'apprendre à la population en disant que c'est la population qui a livré les secrets. Qui a livré les secrets parce qu'il les voyait passer dans les montagnes et notre armée avait fait face. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus la nuit, tuer la journée, tuer les femmes et les enfants dans l'église adventiste de Kishiche et dans les environs de Kishiche. Jusque-là, le gouvernement a donné le nombre de plus de 50. Mais nous sommes déjà dans les 120. Parce qu'il y a des cadavres qu'on ramasse maintenant par-ci, par-là. Et quand vous voyez comment ces gens sont tués, ils sont égorgés. Ça, c'est horrible, vraiment. C'est horrible. Ça, c'est leur méthode. Les Rwandais, quand ils opèrent, quand le Rwandais opère, ils égorgent. Parce que c'est dans leur culture. Et tout ce que vous voyez d'ailleurs à Béni, ils y sont dedans. Il n'y a pas une différence entre les EDF et les M23. Nous avons donc tout intérêt, chers amis qui nous suivez, de faire confiance à notre armée. Nous avons reçu sur notre plateau un élu de l'Est qui a fait des révélations qui font absolument mal, d'apprendre que nos concitoyens meurent chaque jour de façon totalement animale. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que chacun dans ce qu'il fait puisse comprendre qu'il peut également sauver le pays derrière le président qui est visiblement engagé à pouvoir faire face à cette barbarie. Si on pouvait finir cette émission honorable, je peux vous accorder la dernière parole, le dernier mot pendant 1 minute et 30 secondes. Qu'est-ce que vous direz au peuple qui est en train de vous suivre actuellement? Bon, ce que je veux dire, moi je suis élu de Butembo. Butembo se trouve dans la province du Nord Kivu. Je connais la région très bien. Je fais presque 30 ans en train de vivre la guerre. Donc je connais les agissements du Rwanda. Je demande à la jeunesse congolaise d'adhérer dans nos forces armées, le FARDC. D'y aller, de faire la formation et de sauver notre pays. Parce qu'avec les Rwandais, avec le militaire qui provient, je ne sais pas d'où, ils ne viendront pas faire la paix à notre place. J'appelle aussi la population des Rutshuru qui sont sous occupation rwandaise de se mobiliser. Voire même, je lance l'appel à ce peuple-là de manifester pacifiquement parce que notre constitution l'autorise, de contester cette occupation. Si au besoin, ils ont la force d'assujettir la résidence de Willy Ngoma, qui est à Kiwanja, qui circule, et de ne pas céder à leurs intimidations. Nous demandons à la population de Rutshuru de rester nationaliste, de rester patriotique et de se battre jusqu'à ce que le Nord Kivu et l'Est entier sera libéré. Battons-nous donc jusqu'à ce que la terre de nos ancêtres sera totalement libérée. Ainsi, l'appel a été lancé d'abord par le chef de l'État,
relayé actuellement par un élu du peuple. Nous avons vu les catholiques s'élever au cours d'une marche pour dire non à la balkanisation. Nous insistons également que d'autres églises qui sont certainement en train de s'organiser, toutes les confessions religieuses, toutes les parties prenantes au processus électoral des partis politiques, société civile et consorts, soyons tous debout. Notre terre, notre sol est en danger. Je crois que les sages ont dit que l'union fait la force. Les autorités ont parlé. Nous, en tant que médias, nous faisons notre travail. Il ne reste que vous qui nous suivez de pouvoir rejoindre l'appel de nos autorités afin de faire bloc pour bouter l'ennemi dehors. Vous êtes fiers d'assumer le bilan de Félix Tshisekedi? Oui, il y a un bilan. D'abord, moi, je vais vous dire qu'il y a un bilan positif. Les discours qu'il a tenus de doigté Paul Kagame comme étant l'instigateur de tout ce qui se passe à l'Est, ça ne s'est jamais fait. C'est déjà un bilan pour vous? Pour nous, les Nord-Kivusiens, nous disons, voici l'homme, c'est l'homme qui va nous amener à la victoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien régime aussi de Kabila? L'hypocrisie. À tout moment, il y avait l'hypocrisie. Les Rwandais nous attaquent, on dit non, nous avons été attaqués par des personnes non autrement identifiées. Mais lui, il a identifié l'ennemi. Et quand vous faites la guerre, quand vous connaissez les comportements de l'ennemi, quand vous connaissez l'ennemi, même s'il avance, vous le battrez un jour. Donc, nous disons, nous remercions d'abord au chef de l'État d'avoir dit clairement, sans passer par 4 chemins. Et cela nous prouve qu'il y a un Congolais maintenant qui gère ces pays. Merci, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi prend fin cette émission sans détour, qui a eu le privilège de recevoir pour vous l'honorable Crispin Mbindoulé, qui est membre à la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, élu de Butembo en 2011 et en 2018. Nous espérons qu'il va également être élu aux prochaines élections. Merci également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.